Imaginez un instant voler dans les airs. Ou pire, être entouré par les flammes. Red flag. Pris au piège dans un accident terrible. Évidemment, sans aucune certitude que vous allez vous en sortir vivant. Pour la plupart des gens, ce serait un cauchemar. Pour ces pilotes, c'était juste une autre course. On connaît tous quelqu'un qui aime prendre un peu trop de risques. Mais eux ont carrément défié la faucheuse en face à face. Et ont réussi à lui échapper. Niki Lauda, Barry Sheene, À vrai dire, c'est un miracle de le voir en vie. Ken Roczen. Ils ont tous un point commun, ils auraient pu ne jamais repartir. Alors je vais vous raconter les histoires incroyables de ceux qui ont frôlé la mort, mais qui, contre toute attente, ont survécu. Je vous propose de commencer tout de suite par le pilote qui porte le mieux les séquelles de son accident. Vous repensez parfois à cet accident? Bien sûr, lorsque vous vivez une expérience pareille, vous ne l'oubliez pas. Peut-être n'avez-vous plus envie d'en parler? Non, même pas. C'est du passé, mais ça ne me gêne pas d'en parler. L'imaginer sans ce visage marqué est presque devenu impossible. Pourtant, ce champion a bien connu une grande carrière avant ce jour où tout a failli basculer. Bonsoir, c'est par un document assez exceptionnel que nous allons commencer ce journal, alors que dans une clinique de Mannheim en Allemagne fédérale, le pilote autrichien Niki Lauda lutte toujours contre la mort. 55 secondes. Pour vous et moi, c'est peu. À peine le temps de cligner des yeux ou d'apercevoir une étoile filante traverser le ciel. Pourtant, pour Niki Lauda, ces 55 secondes ont été une éternité. En si peu de temps, le champion du monde de Formule 1 s'est retrouvé face à la mort, piégé par les flammes, l'air devenu irrespirable. C'est dans cette même durée que Niki a choisi de se débattre, de tout faire pour sortir de cet enfer, pour un jour, à nouveau, pouvoir afficher ce sourire. Avant de poursuivre ces histoires folles, soyez sûr d'être abonné à la chaîne et de mettre un petit commentaire si tout ça vous inspire. Alors, Niki Lauda. Il était considéré comme froid, stratège et terriblement efficace sur la piste. Vous reconnaîtrez là les qualités d'un vainqueur de F1, même à nos jours. Pour comprendre le personnage, plongeons-nous dans la saison 1976. Nous sommes à la 10e manche au Nürburgring. Lauda est en tête, loin, devant son principal rival, James Hunt. C'est son opposé. Glorieux, attachant et pour le moins assez charmant, c'est souvent vers lui que les caméras se tournaient. Well now James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. Et le circuit du Nürburgring dans tout ça. Welcome to the Nürburgring, the most dangerous circuit on the season calendar. Serpentant à travers les forêts de l'Eifel, il a une réputation des plus sinistres ces dernières années. 5 victimes. Lauda, conscient des risques, plaide la veille de la course pour un boycott de l'épreuve, soulignant les normes inacceptables des équipes de sécurité et des pompiers. I call this meeting to take a vote to cancel the race. Mais il fut en minorité, pas suivi notamment par son influent rival, James Hunt. La course aura bien lieu. Race is on. Nous sommes le 1er août et pourtant, il pleut. Une petite alerte certes, mais tous les pilotes partent en condition pluie. Ce jour-là, sur la grille, Lauda ne savait pas à quel point il allait devoir s'accrocher à la vie. « 15 h, le départ est donné. Le premier tour se passe bien, mais Niki comprend que la piste s'est asséchée, il repasse au stand pour changer de pneu. 15h10, deuxième tour, la vidéo d'archives est d'une qualité rare. Niki Lauda manque de peu un rendez-vous avec la mort. Il percute le bord de la piste et sa voiture, le réservoir plein puisque nous sommes au deuxième tour, se transforme en une boule de feu. Comme si les choses ne pouvaient pas s'empirer, le vent des monoplaces qui frôlent Lauda attisent les flammes. Et c'est là que... Brett Lunger le heurte en plein fouet. La voiture de Lauda à droite a pris feu, Lunger à gauche sort de la sienne. Le pilote autrichien est toujours dans sa voiture. 4 pilotes sont présents autour de la Ferrari en feu. À partir de ce moment-là, plusieurs versions existent. Celle que je vais vous raconter, la plus largement acceptée, est issue de la biographie de Lauda par Maurice Hamilton. On raconte qu'un seul commissaire, mal équipé et sur place. Face à l'urgence, les pilotes s'activent. Hurt parvient à trouver un extincteur et tente d'éteindre le feu. Lunger, un vétéran de la guerre du Vietnam, tente de faire sortir Lauda. Mais celui qui va tout changer, c'est Arturo Mezzario, un ancien pilote de Ferrari qui brave les flammes et entre au cœur de la monoplace pour défaire la ceinture de Niki. C'est lorsque Lauda perdit finalement connaissance, qu'il arrêta alors de se débattre, que la ceinture se débloquera. Le drame prend alors fin. J'étais à un stade où je sentais que j'allais mourir.
Vous le réalisez très bien si votre tête fonctionne normalement. Et j'avais le sentiment que la mort était tout près. Le champion est transporté en urgence à l'hôpital avec des blessures sévères. Son état se détériore au point qu'un prêtre soit appelé pour lui administrer les derniers sacrements. La seule chose était que je ne voulais pas mourir, parce qu'à ce moment précis, j'ai eu peur de la mort. Rassurez-vous, 3 jours plus tard, Loda est sain et sauf. Ces 55 secondes en enfer furent terribles. Sans eux, Loda n'aurait certainement pas échappé à la mort. Il perdit les paupières, pratiquement toute son oreille droite et son crâne brûla si gravement qu'il ne se montrera plus jamais sans sa célèbre casquette. Malgré ses blessures, moins d'1 mois après, Loda revient sur la piste. Et le voici à nouveau au volant. Certains parlent de miracle, Loda, lui, explique ses semaines de lutte. Je suis resté une semaine entre les mains des chirurgiens, puis une autre à l'hôpital de Mannheim, réservée aux grands brûlés. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai repris mon entraînement physique. Je suis parti ensuite 4 jours à Ibiza en vacances. Il lutta tout le reste de la saison pour son titre, mais à cause de la douleur constante et de la vision altérée par l'accident, il dut finalement abandonner au Japon. Fin du deuxième tour, Loda rentre au stand. Vaincu par la peur, il abandonne, renonçant du même coup au titre mondial. Je pense que ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas être gagnant à chaque coup, la défaite existe. Il faut avoir le courage de l'accepter et savoir perdre. Qu'a dit M. Ferrari? Je lui ai téléphoné pour dire que je ne courrais pas, à cause de la pluie. Il n'était bien sûr pas content, car Ferrari allait manquer le titre mondial. Mais les voitures sont pilotées par des êtres humains capables de prendre des décisions. En l'occurrence, j'estimais et j'estime encore qu'il est plus important d'être vivant que champion du monde. Pour la petite histoire, Niki s'est éteint le 25 mai 2019, quelques mois après une greffe de poumon, une conséquence des fumées toxiques respirées pendant 25 secondes, 4 décennies plus tôt. L'histoire elle est folle, tout simplement. Elle me fait énormément penser à celle de Romain Grosjean que vous avez vu en introduction. Je vous la refais pas dans cet épisode, mais dites-moi si ça vous intéresse. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme qui n'a jamais abandonné son rêve. I have honestly always said since I was a little kid that I want to be the best rider in the world. Devenir le meilleur pilote du monde. Pour la plupart d'entre nous, ça sonnerait comme un délire un peu fou, mais pour Ken, ça l'était clairement pas. Vous allez le voir, ce numéro 94 qui vient de gagner cette manche 250 à 13 ans. À 14 ans, il entre en championnat du monde. À 15, il remporte sa première manche de championnat du monde et devient rapidement le petit génie de chez Red Bull. À 16 ans, il est vice-champion du monde. À 17 ans, en 2011, ce sera à son tour d'être titré en 250. Un premier titre de champion du monde. C'est là que nous le retrouvons chez lui. So, some shirts of my heroes, I'd say. From Ryan, Andrew, really big fan. Retenons ses noms, Tunji, Andrew Short. Et bien justement, Roxanne déménage aux États-Unis et devient coéquipier d'un certain Andrew Short. I'm Andrew Short, here at San Diego Press Day, hanging out. Je vous l'ai dit, après cette histoire, plus rien ne vous semblera impossible. 2013 Monster Energy Supercross West Championship. Pour Ken, la vie est sûrement un jeu un peu trop simple. À son arrivée aux US, il s'impose, gagne le championnat Lights et passe dans la catégorie Rennes. Rappelez-vous, son rêve est de devenir le meilleur pilote du monde. Mais pour y arriver, il va falloir battre son héros, Ryan Dungey. Dungey flies by into the lead. En 2016, il terminera à ses côtés, sur le podium, mais sur la mauvaise marche. On arrive donc en 2017, un tournant. Kenny est un pilote à part, moqué pour avoir porté un costume lors de la première conférence de presse de la saison. I want to really elevate the sport, and you can see in all the other big sports like the NBA and football, and they're all showing up in suits and respect the media. And I'll do that next weekend. You're gonna do that next weekend? Starting a trend here. Le petit jeune remportera la course et fera taire ses adversaires. Il est sûrement à ce moment le meilleur pilote de la planète, a finalement atteint son rêve qu'il ne reste plus qu'à concrétiser avec un titre lorsque, lors d'un enchaînement, l'impact avec le sol a été brutal. Le public, les autres pilotes, tout le monde a retenu son souffle. And it looks like he's holding on to that left rib.
Sur la piste, le prodige reste inerte, son bras gauche horriblement tordu, la souffrance se lisant sur son visage. Les secours sont arrivés rapidement, mais le diagnostic est terrible. Fractures multiples, ligaments déchirés, un coude disloqué, son bras est en piteux état, à tel point que beaucoup se demandent s'il pourra un jour retrouver l'usage de ce membre. Disons-le, les semaines qui ont suivi ont été un véritable calvaire. Pendant que ses adversaires roulaient, lui a dû subir pas moins de 11 opérations pour sauver son bras, affronter des douleurs inimaginables et vivre avec ce doute permanent quant à son avenir. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras. You know, the reason I signed another contract right now is because that's what I want to do. We're hungry for getting back to the very top. My goal was always to be the best in the world. That's still my goal. Rockzen s'est battu jour après jour pour retrouver sa force et sa mobilité, signant un des retours les plus fous de l'histoire de ce sport. Janvier 2018, il est de retour, là où tout s'est arrêté, sur la piste d'Anaheim. Et si vous croyez que cette histoire s'arrête ici... Oh man, Ken Roczen, look at the jersey, just shredded. Look, it's almost like he slides in there and then just lets the bike go. Watch his arm goes all the way between the swing arm and the rear. Oh man. Cette fois-ci, c'est son autre bras, le droit, qui est touché, fracture et ligaments déchirés. Oh shit, here we go again. À cause des greffes qu'il a subies, son corps est endommagé, il faute, il tombe, mais se relève à chaque fois. Alors n'abandonne pas. N'essaie pas de plaire à tout le monde. Demande-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de 2 jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. C'est à Saint-Louis, en 2020, après des années de rééducation, de souffrance et de remise en question, que Ken Roczen parvient à réaliser l'impensable. I'm speechless. That guy has been through so much. I don't even know what to think. Everybody's so stoked and it's been way too long since that's happened. À chacune de ces victoires, depuis cette date, l'émotion est sans commune mesure. Ken, just take it in for a second. Crowd's going crazy, that's all yours. You know why? Because this is the OG punk rock style from back in the day, and that's why it happened tonight. This was such an amazing race. Like, I can't even talk right now. And it shows that it pays off, you know. Ken est devenu papa, il a remporté 2 titres de champion du monde et continue de vivre son rêve. There you go. Now she's good. Always do that. Because every time I have ridden a new helmet, especially at the races, I absolutely grenade myself, so ain't happening. Il a prouvé que même lorsque tout semble perdu, même lorsque le corps est brisé et que la douleur est insupportable, la volonté de se battre peut tout changer. Son histoire est celle d'un homme qui a refusé de céder. On va se le dire, les histoires dans cette vidéo sont folles. Ce pilote monégasque n'est peut-être pas aussi médiatisé que son compatriote Charles Leclerc, mais dans le monde de l'endurance, c'est une véritable légende. Il connut son heure de gloire en 1998 lorsqu'il remporte les 24 heures du Mans sur Porsche. Ça y est, on l'aperçoit enfin quand même. Et oui, on notre français. Oui, on l'a pas vu. Il aime à dire que ce jour de juin restera comme le plus beau jour de sa vie jusqu'au 27 avril 2008. Ce jour-là, Stéphane Ortelli participait au GT Open Series sur le légendaire circuit de Monza. À vrai dire, tout semblait normal. Mais en même temps, dans une course d'endurance, le danger est souvent tapis dans l'ombre. C'est à l'entrée d'un des virages les plus redoutés du circuit qu'à plus de 250 km/h, Stéphane perd le contrôle de sa voiture. Oula! Une violente, très violente sortie de piste! Les images de ce crash ont fait le tour du monde. Oh, big accident. La violence du choc est telle qu'on peine à croire que quelqu'un puisse s'en sortir. Je porte toujours cette image impressionnante, tonneau, vrille en tout genre, et une peur légitime pour l'état du pilote. Vous voyez, l'autre pilote a vu passer la voiture très près, et le conducteur s'en est sorti avec une simple blessure à la cheville. C'est un miraculé, Stéphane s'en sort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. On revoit regardez, le crash de Stéphane. C'est hallucinant. Oui, alors là, il y a quand même je suis pas certain de mon... Une rupture mécanique survient à l'arrière de la voiture. Pour lui, ça y est, c'est fini. Et il y en a un qui a eu chaud.
À la fin, regardez bien les images, le cockpit reste presque intact malgré l'état méconnaissable de la voiture. Et attendez, c'est pas fini. On est 10 ans plus tard, en 2018, lors d'une course au Castellet, lorsqu'à pleine vitesse, Ortelli perd le contrôle de sa voiture. Il n'existe de cet accident que cette caméra et quelques photos. Mais une fois de plus, on comprend le miracle de voir Ortelli indemne. On se dit que peut-être il serait temps de calmer un peu. Il est alors l'heure que je vous parle de cette année. Stéphane a 54 ans et ça va beaucoup mieux. Drapeau rouge ici à Portimao pour arrêter la session. On a 3 voitures qui sont arrêtées dans la ligne droite, complètement détruites. Vous l'avez compris, c'est Stéphane. Un choc brutal, mais il est toujours là, indestructible. Si on doit retenir une chose de son histoire, je crois que peu importe la gravité des chutes, ce qui compte, c'est toujours de se relever. Vous venez d'entrer dans une rubrique un peu spéciale. Je vais vous présenter plusieurs situations où des pilotes ont failli voir leur vie défiler. Comment c'est possible? Voilà comment vous êtes censé réagir devant cette situation. Alors lui, c'est Trevor Jacob et il faut bien le dire, il est un peu con. Cette rampe, à la base, a été construite pour le triple backflip de Sheehan, mais ce jour-là, il faut la tester. Trevor, le matin de cette journée, il a déjà pris une grosse bûche. Alors il se dit, tant qu'à faire, j'y vais. Problème, il s'élance légèrement de travers à cause de la compression sur cette rampe immense. Il a le bon réflexe de sauter de la moto et pendant un instant, il pense à s'accrocher à l'arbre. Vous et moi, on sait que c'est pas la bonne option. Heureusement, rapidement lui aussi. Considering every option in a millisecond. So I'm like, okay, I'm gonna grab the tree. Nope, that's not gonna work. So I'm like, okay, try to swim to the airbag. Like literally try to swim through the air to the airbag. Heureusement, par chance, dans la redescente, il va réussir à taper avec son pied un arbre de la forêt. Ce qui le remet instantanément dans l'axe du coussin vert. Trevor est sain et sauf. Dans ce genre, je peux aussi vous parler de ce crash en Formule 1 de Felipe Massa. 14h42, un choc terrible, Felipe Massa percute le mur de pneus. Alors, comment c'est possible? On se refait la scène au ralenti, il y a un truc que vous n'avez pas vu. 200 mètres plus tôt, le Brésilien prend un débris en pleine tête. 250 km/h à cette vitesse, le ressort fait l'effet d'une balle. En une demi-seconde, Massa perd connaissance, sa voiture file au droit. Felipe sera victime d'un traumatisme crânien, mais reviendra à la compétition. En même temps, si je devais donner la médaille d'or de l'accident le plus fou, c'est sûrement notre dernière histoire qui l'emporterait. Cette histoire, c'est celle d'un survivant. Son nom, Barry Sheene, ou l'incarnation même du courage en MotoGP. Vous l'avez vu, c'est pas hier. Nous sommes en 1975 sur le circuit de Daytona, en Floride. Barry Sheene a seulement 24 ans et l'une des étoiles montantes des courses de moto. En fait, c'est non seulement une machine à gagner, mais aussi un sacré charmeur. Il paraît qu'il était quasiment impossible de le croiser dans les paddocks sans ses groupies. Le voici donc sur le circuit ovale, cigarette à la bouche, comme d'habitude. Mais ne vous trompez pas, il est là pour gagner, pour prouver qu'il est l'un des meilleurs et va donc partir dès les essais, pleine balle, 300 km/h. Problème, à cette vitesse, la gomme de son pneu fond à une extrême vitesse jusqu'à la perte de contrôle. Barry est catapulté dans les airs comme une poupée de chiffon. Par chance, il survit, mais pas sans séquelles. 2 jambes cassées, un bras fracturé, plusieurs côtes brisées et le pire, une clavicule pulvérisée. Mais Barry Sheene, c'est un vrai pilote. Pendant sa convalescence, il demande une télévision pour regarder les courses depuis son lit. Et si vous vous demandez comment je le sais, eh bien parce que le hasard a fait qu'une télé anglaise l'a suivi lors de son crash et donc de sa convalescence. 6 weeks or a couple of months, then it'll be okay again. À l'époque, les images sur son lit d'hôpital marquent les esprits et construisent sa légende. L'homme qui a survécu à l'une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire moto devient un véritable héros. Les courses de moto deviennent soudainement bien plus populaires.
Barry signe même pour la première fois pour un pilote moto des unes et des pubs mythiques. L'année suivante, en 1976, il remporte finalement son premier titre de champion du monde. Comme si rien ne s'était jamais passé. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un guerrier. Rossi lui rendra d'ailleurs hommage des années plus tard, avec notamment son mythique casque à trous pour fumer une dernière cigarette avant de s'en aller rouler. Enfin voilà, ces histoires sont folles, non? Que ce soit Barry Sheene, Niki Lauda ou Ken Roczen, j'ai adoré vous montrer à quel point on est capable de surmonter l'impossible. J'espère que ces histoires vous marqueront. Si vous traversez des périodes difficiles, accrochez-vous. Après la plus grande des tempêtes vient souvent une très belle éclaircie. Si vous voulez d'autres récits inspirants de pilotes qui ont su se relever, dites-le moi en commentaire et faites en sorte que la vidéo marche bien, ça m'aide. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien, ça fait 1 an que j'essaye de vivre de ma passion à travers mes vidéos. Abonnez-vous pour ne rien louper et on se retrouve très vite, c'était Evan, je m'en vais.